Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, la vie d'un médecin de l'hôpital Kirundo serait menacée par le service national des renseignements Burundi. Ce docteur serait soupçonné de collaborer avec le mouvement M23. Le Burundi ne compte pas rouvrir ses frontières avec la RDC tant qu'il existe des mouvements armés basés au Congo qui menacent de l'attaquer. Parmi ces groupes armés cités figure d'ailleurs le mouvement burundais Red Tabara, accusé de collaborer avec Kigali, ce que réfute catégoriquement ce mouvement et ce preuve à l'appui. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la réhabilitation du marché central de Bujumbura par le groupe Ubaka Nation, une arnaque mise au point par un groupe de personnalités qui veulent se remplir les poches. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, ouvrons ce journal par la page sécuritaire où un médecin de l'hôpital de Kirundo fait l'objet d'alertes lancées par un membre du parti CNDD-FDD selon lesquelles sa vie pourrait être menacée si rien n'est fait. Cela fait suite à une réunion ayant rassemblé certains responsables de la police, des services de renseignement et des Imbonilakure tenus dans la commune d'Ongodi en province Butanyerera. Ce médecin est accusé d'espionner pour le mouvement M23 qui combat dans l'est de la République démocratique du Congo. Innocent Valentin Singirangabo pour plus de détails. Le docteur John Rukozangabo, médecin à l'hôpital de Kirundo et d'origine ethnique Tutsi, serait menacé par des partisans du parti au pouvoir, CNDD-FDD. Il s'est fait connaître en 2022 lorsque l'hôpital de Kirundo s'est retrouvé sans médecin pendant 3 mois, restant seul face à la prise en charge des patients dans différents services. En septembre 2025, après avoir été nommé à la tête du département de santé publique de la commune de Kirundo élargie, notre source au sein du CNDD-FDD à Kirundo nous a indiqué que certains membres du parti de l'Aigle avaient juré de tout faire pour obtenir la destitution du docteur John. Ce samedi 24 janvier, une réunion s'est tenue au siège du parti CNDD-FDD dans la commune d'Ongodi. Cette réunion a rassemblé certains membres du CNDD-FDD de Kirundo, et notamment le chef régional de la police, le chef des services de renseignement et le chef des Imbonerakure, afin de discuter des moyens d'éliminer le docteur John Rukozangabo. La réunion s'est tenue à Ngodi samedi dernier. Elle regroupait le chef des Imbonerakure, le chef régional de la police, le responsable des services de renseignement à Kirundo. Certains ont affirmé qu'il devait être écarté de ses fonctions, en particulier le chef des Imbonerakure de Kirundo. Tous les 8 participants ont accusé le docteur John de communiquer avec les combattants du M23 opérant dans l'est du Congo et de leur fournir des informations. À l'issue de la réunion, ils ont conclu que, dans un avenir proche, le docteur John Rukozangabo devait être soit porté disparu, soit tué. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Innocent Valentin à Singirangabo. En page droits de l'homme, cela fait plus de 2 mois qu'un jeune homme de la zone Rugombo est injustement emprisonné sur ordre de l'OPJ Jackson Fils. Ce citoyen a été accusé de possession illégale d'une arme à feu par ce policier qui lui a ensuite réclamé 2 millions de francs burundais en échange de sa libération. Les détails avec Digne Karondo. Ce jeune homme détenu depuis près de 3 mois au cachot de la police de Rugombo s'appelle Ndayishimiye Richard. Il a été arrêté par le policier Jackson Fils, affirmant l'avoir aperçu en République démocratique du Congo parmi des groupes armés. Il est accusé de posséder une arme à feu. Raconte notre source. Le jeune homme nommé Ndayishimiye Richard est détenu depuis 2 mois et 3 semaines. Il est accusé d'avoir été aperçu en République démocratique du Congo par Jackson Fils,
au moment des affrontements entre le M23 et le FARDC et d'être en possession d'une arme à feu. D'après toujours notre source, Richard a été informé qu'il ne retrouvera la liberté que si Jackson le décide ou s'il lui verse un pot de vin. Il est détenu sans dossier judiciaire. Jackson lui a dit qu'il peut le faire sortir s'il le veut. Ou alors, il se commence à ranger s'il donne de l'argent. Ce policier lui a ainsi réclamé une somme de 2 millions pour le faire libérer et faire abandonner les accusations portées contre lui. Les habitants de Lugombo demandent ainsi aux autorités administratives et sécuritaires de suivre de près les actions de cet agent policier, estimant que ces actes sont graves et inacceptables. Nous demandons donc instamment aux autorités compétentes de suivre de près les agissements de cet individu malveillant, car ce qu'il fait est honteux. On dirait qu'il se considère comme au-dessus de la loi, qu'il fait arrêter des gens injustement et leur extorque des sommes exorbitantes sous forme de pots de vin. Dans notre édition d'hier, nous avons indiqué que le policier en question s'appelle Mucho Faraja Fils. Après vérification, nos sources à Rugombo nous ont informé qu'il a deux noms, dont Mucho Faraja Fils et Nunzenimana Jackson Fils. Merci à toi, Digne Karondo. Je vous le disais en titre, le projet de réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura que le gouvernement du Burundi prévoit de réaliser en collaboration avec la société Uwaka Nation Group, fondée par le Burundais de la diaspora Fabrice Manirakiza, pourrait ne pas voir le jour si les autorités persistent sur la voie actuelle. Selon Gabriel Rufsiri, président de l'organisation Olicom, l'attribution de ce marché à Fabrice Manirakiza n'a respecté aucune des procédures légales en vigueur et toutes les démarches entreprises jusqu'à ce jour comportent de nombreuses zones d'ombre. Écoutez à ce propos Gabriel Rufsiri, président de l'Olicom. Il était l'invité de l'émission Ijambo Nigwawe de ce mardi. Twebwe tuvuga tuti ibintu by'igihugu nibitangwe kubija amanorme azwi nta muntu ashobora kuvuga yuko akabivuga mu bantu bazovyuka kuva mbere y'ite 50. Nous plaidons pour que les affaires du pays soient gérées conformément à la loi. Une personne ne peut pas exprimer en public qu'elle peut construire le site avec 50 milliards alors que les prévisions de l'État parlent d'une enveloppe de 500 milliards et que le marché lui soit accordé. C'est anormal. Il y a des zones d'ombre. Il devait y avoir un dossier technique spécifiant les critères exigés aux soumissionnaires. Rien de tout ça n'a été fait. Les marchés sont octroyés par favoritisme et autres raisons. Le résultat, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Un seul marché est octroyé 4, 5, 6 fois. Le Conseil des ministres revenant sur le même marché 4, 5 fois, est-ce normal? Cette affaire de Fabrice est pour nous incompréhensible. Il dit avoir nettoyé le site à 2 milliards. Première question, où se trouvent les matériaux en fer qui étaient sur les lieux? Et ces 2 milliards, qu'il nous montre le rapport bien détaillé, qui lui a autorisé de débloquer son montant, à qui il a donné l'argent. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Franchement, si la situation persiste telle qu'elle est, je n'ai pas espoir que le projet sera mené à bout et que le marché sera réhabilité. L'affaire touche plus de 5000 familles et des gens badinent parce qu'ils en tirent quelque chose. Ils ont conclu un deal. S'il vous plaît, nous disons qu'ils conçoivent un dossier d'appel d'offres conforme, que ce partenariat public-privé soit élaboré selon la loi et que ceux qui répondent aux critères mènent le projet en collaboration avec le gouvernement. Au moment où ce projet figure parmi les projets phares présentés par le gouvernement d'Évariste Ndayishimiye aux investisseurs lors de la table ronde de 2024 à Bujumbura, Dr Bob Rugurika estime pour sa part que ce projet n'a pas pour objectif réel d'être mis en œuvre, mais constitue plutôt un moyen pour certains responsables de solliciter et de détourner des fonds. Suivez le journaliste Bob Rugurika, il était aussi l'invité de l'émission Ijambo Nigwawe. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce n'est rien de nouveau. C'est la même méthode qu'hier, qu'avant-hier et depuis des années. La différence entre les pratiques d'aujourd'hui et celles sur Nkurunziza, c'est quoi? Sur Nkurunziza, ils montaient les Burundais, année après année, qu'ils avaient déjà octroyé le marché
pour construire un grand complexe sur le site. En réalité, c'était pour calmer la population, lui faire croire qu'il y a un projet sérieux. Vous vous souvenez qu'ils avaient même refusé que le lieu soit nettoyé. Aujourd'hui, sur Ndayishimiye, après multiples appels, il a finalement accepté que le terrain soit nettoyé. Peut-être il n'y tient pas comme son prédécesseur. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a absolument rien de concret dans tout ça. Tout ce montage autour de ce projet, Fabrice, Ndayishimiye, c'est quoi en vrai? Ils ont pris un projet conçu dans l'opacité, dans l'esprit de détournement et de mensonge, et c'est ce projet-là que le chef de l'État est allé présenter en grande pompe devant les investisseurs. Cela signifie que l'objectif n'est pas de réaliser réellement ce projet, mais d'en faire un cadre pour voler de l'argent. Ils savent très bien que ce projet n'aboutira pas, mais ils veulent que les investisseurs y injectent des fonds, que cet argent soit ensuite utilisé à d'autres fins, blanchi, et qu'au final, le chantier n'avance pas, que les Burundais n'en tirent aucun bénéfice. Ce sera encore un film de mensonges et de détournement orchestré par ceux qui sont aux commandes. Bob Rugurika, pour rappel, la société Ubaka Nation Group est la troisième entreprise à laquelle le marché de construction du complexe moderne sur le site de l'ancien marché central de Bujumbura a été attribué après que le gouvernement eut reconnu qu'il ne pouvait exécuter seul un tel projet et qu'il a décidé de l'ouvrir à des investisseurs privés. Le coût total des infrastructures prévues par le gouvernement est estimé à 500 milliards de francs burundais. Lors de la table ronde des investisseurs de décembre 2024, ce projet figurait parmi les programmes phares du gouvernement, évalué à 400 millions de dollars américains. Parlons à présent gouvernance où la réouverture des frontières burundo-congolaises reste impossible à cause de l'insécurité et surtout à cause des groupes armés qui ne cessent de tenter d'entrer au Burundi pour y commettre des crimes. C'est du moins les propos du ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, lors de sa rencontre avec les diplomates au Burundi. Selon le dit ministre, ces frontières seront ouvertes au moment opportun. Suivez. Retrait d'Ouvira, ouverture des frontières, pour nous ça n'a pas eu lieu. Tout ce qui se fait maintenant, c'est les manœuvres pour se dissimuler parmi les populations civiles. C'est simplement un repositionnement des forces. Donc, pour le Burundi, nous suivons de près toutes les manœuvres par rapport à ça. Réouverture des frontières, peut-être s'opérera quand les conditions vont le permettre. Je vous ai dit, il y a toujours des activités militaires. On a vu des groupes rebelles, le FNL, le Red Tabara, le M23, en coordination avec les forces armées rwandaises, qui maintenant ont tenté d'approcher la frontière de la Russie et chercher des voies de passage vers le Burundi pour remettre les forfaits. Et donc, pour nous, la réouverture des frontières s'opérera quand toutes les conditions seront réunies. Nous détenons l'élément sonore du ministre Edouard Bizimana de nos confrères de la radio et télévision nationale du Burundi. De son côté, le mouvement de la résistance pour un état de droit, Red Tabara en sigle, rejette catégoriquement les propos du président Evariste Ndayishimiye sur l'une des télévisions congolaises où il a affirmé que le dit mouvement travaille avec le M23 et le Rwanda. Via un communiqué sorti ce 29 janvier 2026 et signé par son porte-parole Patrick Nahimana, le dit mouvement rappelle à Gitega que le 30 juillet 2021, le Rwanda a livré 19 de ses combattants aux autorités burundaises. Le Red Tabara indique en même temps que ces combattants assument clairement leurs objectifs et n'ont aucun lien avec le M23 selon son communiqué. En disant cela, le président Ndayishimiye ne cherche qu'à échapper aux exigences de Red Tabara dans le respect de l'accord d'Arusha et l'organisation des élections paisibles, inclusives et transparentes. En page politique, le dialogue et le pardon entre bourreaux et victimes des atrocités commises au Burundi constitue le seul remède pouvant conduire à une paix durable dans le pays. Ces propos ont été tenus par le président de la commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, au chef-lieu de la commune Ngozi, au moment où il clôturait ce jeudi une rencontre réunissant des victimes des massacres et autres atrocités commises contre les Burundais à différentes périodes de l'histoire du pays. Pierre Claver Ndaïchaïe a également souligné que les Burundais doivent accepter de dialoguer afin
bien que les droits humains de tous soient respectés, et ce, malgré leurs différences. Suivez. Nous avions intériorisé la haine à cause du manque de discernement, de la manipulation et de l'orgueil. Or, personne ne peut vivre en paix dans un pays si elle a fait fuir d'autres citoyens ou si elle les a tués. Il n'y a pas de paix pour les Hutus seulement, pour les Tutsis seulement ou pour les Batwa seulement. Une véritable paix doit être partagée par tous. Je vais vous dire ce qui nous complique la tâche. Toutes ces personnes qui ont déclaré avoir pardonné, si un jour vous vous asseyez à côté de personnes d'une autre ethnie que la vôtre et que ces personnes restent silencieuses, sachez qu'elles ne sont pas encore guéries de la haine. C'est pour cette raison que si un jour quelque chose de mal arrive dans notre pays, au moment où nous aurons décidé de guérir de la haine, les différences ethniques ne compteront plus et c'est très facile de combattre ensemble ce mal. Comprenez donc que cela constitue le premier résultat d'une cohabitation saine entre les Burundais, obtenue grâce à la réconciliation. Cherchons donc une solution durable et comprenons que la paix que nous voulons est la seule qui peut nous conduire au développement, à la justice, à la sécurité et au bien-être de tous. De son côté, l'association de lutte contre le génocide au Burundi, AC Génocide Chilimoso, indique qu'elle reconnaît que le pardon est un pilier essentiel pour parvenir à la paix, mais estime que cela reste insuffisant au regard des crimes commis dans le pays. Terence Mouchano, vice-président de cette organisation, explique que le fait d'accorder uniquement le pardon aux crimes du passé va à l'encontre des conventions internationales signées par le Burundi et d'autres pays, et qu'il est donc nécessaire que la justice poursuive également les auteurs de ces crimes afin qu'ils soient sanctionnés. Effectivement, AC Génocide est pour la paix, contre la haine, la rancune et la rancœur. AC Génocide s'appuie sur la Convention internationale pour la prévention et la répression des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Ratifiée par le Burundi en 1948, le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre selon cette convention est inamnistiable, imprescriptible et impardonnable. Le négationnisme est à éviter. La justice doit être le pilier de la reconstitution de la paix, la cohésion sociale et ça révèle la conscience de la coexistence pacifique. Et cela dénonce la culpabilité, la criminalité du contentieux du sang. Par ailleurs, personne ne peut être plus miséricordieuse que Dieu, le Seigneur créateur, qui a créé le ciel et l'enfer. Il a créé le ciel pour les bienfaiteurs, pour les bienheureux, pour ceux qui ont fait du bien, pour ceux qui militent pour la paix, pour ceux qui militent pour la justice, et ne peut pas admettre qu'on pardonne les bourreaux des victimes innocentes. Ce serait en violation de cette convention internationale pour la prévention et la répression des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. C'était Terence Mouchano, vice-président de l'organisation AC Génocide Chilimoso. Et puis, hors de nos frontières, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR en sigle, devrait renforcer la protection des réfugiés burundais dans les camps d'Onduta et de Nyarugusu, situés en Tanzanie, à la suite des violations et des pressions exercées pour les contraindre à retourner de force au Burundi. Réagit la coordinatrice de la CAT Burundi après que les biens et les vivres des réfugiés du camp d'Onduta dans la zone 17 ont été incendiés mercredi de cette semaine, juste parce qu'ils ont refusé de se rapatrier. Suivez Anita Latélé qui rappelle que ces réfugiés burundais ne sont pas des criminels, mais des victimes d'une crise burundaise toujours non résolue. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à CAT Burundi exprime sa profonde indignation face aux actes graves commis contre les réfugiés burundais dans les cas d'Onduta et de Nyarugusu en Tanzanie. En effet, l'incendie des abris, la destruction des biens et des vivres constituent des traitements cruels, inhumains et dégradants contre le droit international des droits humains et aux droits des réfugiés.
forcer ou contraindre des réfugiés à s'enregistrer pour un rapatriement qui ne se consente pas librement, viole le principe fondamental du rapatriement volontaire ainsi que le principe d'honneur au refoulement consacré par les conventions internationales ratifiées par la Tanzanie. Suite à cette situation, la CAT Burundi interpelle différents acteurs clés comme d'abord les autorités tanzaniennes, où nous demandons l'arrêt immédiat de toute forme de violence, d'intimidation et d'oppression exercée sur les réfugiés burundais, ainsi que l'ouverture d'enquêtes indépendantes pour identifier et sanctionner les responsables. Au Haut Commissariat des réfugiés, nous appelons à renforcer urgemment sa présence et sa protection dans les cas concernés et à garantir que tous les retours au Burundi restent strictement volontaires, sûrs et dignes. Au gouvernement du Burundi, nous l'exhortons à créer des conditions politiques, sécuritaires et des droits humains favorables au retour volontaire des réfugiés, au lieu de soutenir des pratiques coercitives qui aggravent leur vulnérabilité. À l'ensemble de la communauté internationale, nous appelons à une mobilisation urgente pour protéger ces réfugiés, documenter les violations en cours et exercer les pressions diplomatiques afin que cessent immédiatement ces abus. La CAT Burundi rappelle que les réfugiés ne sont pas des criminels, mais des victimes de crises non encore résolues. Leur dignité, leur sécurité et leurs droits doivent être protégés sans condition. Le silence face à ces actes est perçu comme une complicité. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 30 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.